Donnez-moi un B, un I, un N. Ou alors non, vous me donnez Binge Audio. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Salut, c'est Thomas Rozek. J'ai un rapport assez spécial aux jeux vidéo, et je sais que c'est le cas pour pas mal de gens, notamment de ma génération. Autant j'ai un réel intérêt pour ce qui s'y fait, ce qui s'y crée, pour les sorties, les nouveautés, les avancées, et toutes les histoires humaines, qu'elles soient belles ou sordides, qui font partie du lot, autant j'ai donc un goût prononcé pour tout ça, autant je ne joue quasiment plus du tout, par manque de temps principalement. Ce qui fait donc que j'entretiens, comme vous peut-être, une connaissance à la fois proche et distante de cet univers qui compte parmi les plus dynamiques des industries culturelles, comme on dit. Une industrie qui, à l'image de ses consoeurs du cinéma, de la télévision ou de la musique, fonctionne par à-coups, avec des projets parfois titanesques qui, pour un temps au moins, dominent le paysage. Sauf que parfois, ces blockbusters font surtout causer non pas pour leur qualité, mais bien pour leurs défauts. C'est rare, mais quand ça arrive, ça peut aller très loin, et c'est exactement ce qui s'est passé à la toute fin 2020 avec la sortie chaotique de Cyberpunk 2077, annoncée comme l'événement de l'année qui a surtout brillé par ses problèmes d'une ampleur inédite. Une histoire dont on a eu envie de remonter le fil avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invité pour en discuter, c'est mon confrère Corentin Lamy. C'est l'une des plumes de l'équipe de la rubrique Pixel du journal Le Monde et c'est l'une des voix de l'excellent podcast ZQSD. J'ai commencé par lui demander de nous présenter celles et ceux qui sont derrière la conception de ce jeu si largement commenté et qui nous vient de Pologne. Effectivement, on parle d'un studio polonais que le commun des mortels appelle CD Projekt, mais si on veut être un petit peu chic, il faut dire CD Projekt, car c'est un studio polonais, c'est même le plus gros studio polonais, c'est même en termes de valeur boursière le plus gros studio d'Europe. Quoique vu comment ils sont cassés la gueule, c'est peut-être plus très vrai aujourd'hui. C'est un studio polonais qui existe depuis, je dirais à peu près 15 ans, depuis l'époque où en fait ils avaient en charge d'adapter sur console des versions PC de jeux. Ils travaillent notamment pour BioWare, qui est le studio qui développe des jeux assez connus, des jeux de rôle très connus comme Baldur's Gate, etc. À un moment donné, ils se sont fait lâcher par BioWare et ils se sont retrouvés gros gens comme devant, car c'est une expression qu'on n'utilise pas assez. Ils ont dû commencer à développer leur propre licence. Et donc ils sont allés chercher ce qui se faisait et qui cartonnait à l'époque et qui cartonnait déjà en Pologne. C'est une série de romans qui s'appelle The Witcher, qui est, pour le dire très simplement, le Seigneur des Anneaux polonais. Ils ont fait Witcher 1, succès d'estime. Witcher 2, qui était un peu plus ambitieux, et qui est sorti sur console et qui a commencé un peu à élargir leur spectre. Et après ils ont sorti en 2015 The Witcher 3, qui là pour le coup a été un énorme carton et qui les a vraiment mis sur la carte, plus simplement des développeurs européens, plus simplement des développeurs de jeux PC, mais vraiment des développeurs de jeux grand public. Un jeu de rôle extrêmement ambitieux, très ouvert, pour situer aux gens qui connaîtraient pas forcément bien le jeu vidéo, mais c'est un peu GTA au Moyen-Âge, quoi. Donc c'est le même genre d'ambition. Énorme succès, énorme rentrée d'argent, énorme arrivée d'investisseurs également, entrée en bourse, explosion de leur action. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Et ils se sont lancés dans un nouveau jeu qui a été annoncé, je crois, en 2012, donc avant la sortie de Witcher 3, mais ça a un peu patiné au début, qui était donc, et qui est finalement sorti le 10 décembre, Cyberpunk 2077. C'est pas un univers qu'ils ont créé, encore une fois, c'est une adaptation de l'univers posé par quelqu'un d'autre, en l'occurrence un créateur de jeux de rôle américain qui s'appelle Cyberpunk 2020 et qui imagine une société futuriste, et comme son nom l'indique, Cyberpunk. V, my man, you made it. You blowing up all over the news. Are you alone? I just want the money. You got the chip? All right, start her up, bug. Les attentes, pour résumer, avant la sortie du jeu, elles étaient à quel niveau ? Elles étaient très élevées ? C'était très élevé parce que, en fait, CD Projekt fait partie de cette petite caste de développeurs qui fait peu de jeux, mais qui à chaque fois sont, dans le petit univers du jeu vidéo, sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Comme des grands jeux, en tout cas. Et ils ont fait un sans faute jusque-là. Donc, forcément, ils annoncent un nouveau jeu, ils annoncent un nouvel univers qui, en plus, change complètement de ce qu'on a fait jusque-là et présente
beaucoup de choses qui font fantasmer beaucoup de joueurs, c'est-à-dire un univers futuriste, un univers sombre, un univers adulte, un univers urbain, parce que les joueurs, ils adorent se promener en ville en voiture, ça c'est vraiment le kiff numéro 1 d'un joueur de jeux vidéo. Et puis en plus, il a été annoncé en 2012, et en général, quand le développement d'un jeu dure 8 ans, c'est rarement bon signe. Mais ça, on l'a pas forcément vu venir. Forcément, pendant 8 ans, les joueurs se sont beaucoup monté la tête, sont beaucoup enthousiasmés, la publicité autour du jeu aussi a été énorme, les promesses ont été énormes, la frustration aussi a été énorme parce que c'est un jeu qui a plusieurs fois, et là encore, c'était pas forcément bon signe, mais plusieurs fois a été repoussé. Ils ont dit, on sera pas prêt, en fait, pour cette date-là, et c'est tout à leur honneur, on va repousser le jeu de 3 mois, de 6 mois, et donc de report en report, on est arrivé finalement à cette date du 10 décembre, où les joueurs étaient en droit d'attendre, après tellement de reports, à un produit terminé, léché, un jeu fini, en fait, tout simplement. Sauf que c'était pas le cas. Sauf que ça n'a pas exactement été le cas, effectivement. Le 10 décembre, au petit matin, le jeu finalement est disponible pour les joueurs du monde entier sur consoles de nouvelle génération, sur PC, et aussi sur les consoles d'ancienne génération. Celles qui sont sorties il y a 3, 4, 5, 6, 7 ans parfois. Le problème, c'est que le jeu est toujours magnifique sur PC. Il fonctionne bien sur les consoles de nouvelle génération qui sont beaucoup plus puissantes, qui viennent juste de sortir. Le problème, c'est que CD Projekt avait promis que le jeu sortirait sur les consoles d'ancienne génération, les PlayStation 4 et les Xbox One. Ils ont promis que le jeu tournerait bien, qu'il serait presque aussi beau que sur les consoles de nouvelle génération, ce qui n'était pas le cas. Il était même moi, je l'ai testé sur PC, et sur PC, il souffre de ce qu'on appelle dans le jeu vidéo des bugs, et on imagine bien ce que c'est-à-dire, il y a des personnages qui n'avancent pas, des décors qui parfois s'affichent un peu au dernier moment, des personnages qui ne sont pas animés, rien de gênant, mais juste un petit peu surprenant pour un jeu qui a été développé aussi longtemps. En revanche, sur les consoles d'ancienne génération, le jeu était, en tout cas à sa sortie, quasiment injouable, c'est-à-dire qu'on aurait dit un jeu qui avait 10 ou 15 ans de retard, les animations étaient très ralenties, on avait l'impression de jouer à un jeu clairement pas du tout au niveau de ce qui se fait, et donc les joueurs ont été sans surprise très déçus, parce que les consoles de nouvelle génération et les PC très puissants, ça reste des choses qui sont utilisées par une minorité de joueurs. La majorité des joueurs, ils jouent sur des vieilles consoles qui ont 3 ans, c'est pas très vieux, mais c'est un peu la préhistoire en jeu vidéo. Et la majorité des joueurs, ils ont ces consoles qui ont 3 ans. Et donc ils ont fait cette expérience assez désagréable de jouer à un jeu qui n'était pas du tout à la hauteur de leurs attentes et des 60-70 € qu'ils avaient mis dedans. Il y a eu une première polémique donc vis-à-vis notamment du studio, on va y revenir, mais il y a eu une autre couche de polémique vis-à-vis de la presse jeux vidéo qui a été accusée d'avoir survendu le jeu, sauf que en réalité elle n'a pas eu entre les mains exactement la version qui a été disponible par la suite. Effectivement, il s'est passé ce qui se passe finalement de plus en plus souvent, et puis dans certains cas je trouve que c'est intéressant en fait, ce genre de choses. C'est qu'en fait il y a eu une différence d'accueil entre les joueurs et la presse. Souvent, cette différence, elle se fait sur des critères de, je sais pas, les attentes ne sont pas les mêmes, etc., etc. Là, clairement, c'est qu'il y a une manipulation. C'est-à-dire que la presse dont je fais partie a reçu le jeu 2 semaines en avance, pour les plus chanceux, sur PC. Donc la version que je décrivais comme étant superbe. Ça marchait très bien. Et par contre, pour tester les versions console, là, pas le choix. C'est-à-dire que si on disait aux attachés de presse qui n'y sont pour rien, mais qui travaillent pour CD Projekt, on voudrait plutôt le tester sur console, ils disaient non, c'est pas possible, mais par contre si vous avez pas de PC, on peut même vous en envoyer un si vous voulez. Ça n'arrive jamais, ça se passe jamais comme ça. Et c'est seulement en fait en découvrant le jeu dans sa version console, qui je le répète en fait est la version à laquelle la majorité des joueurs vont jouer à sa sortie, on s'est rendu compte qu'en fait ce qui était sur console était très différent de ce qui était sur PC. Cette rétention d'informations, c'est une manière biaisée de présenter le produit. On peut pas en vouloir aux gens qui font le marketing de ces jeux-là de présenter leurs produits sous le jour le plus favorable possible. Sauf que quand on promet que les différentes versions seront pas forcément similaires, mais du moins comparables, et qu'au final on a vraiment 2 jeux différents, et qu'on a refusé de montrer le premier jeu, c'est quand même qu'il y a un problème. Et effectivement, il y a eu une polémique. On a parlé de collusion entre la presse et l'éditeur. Et c'est vrai que la presse a été parfois prudente. Nous, on a essayé de l'être en expliquant qu'on jouait sur PC, sur telle configuration, etc. Certains médias sont allés plus loin que nous, et ils ont eu raison, et ils avaient plus de moyens que nous aussi. C'est-à-dire qu'ils ont testé d'abord la version la plus réussie, et ensuite ils sont revenus avec la version console en disant « Attention, elle est 2 à 3 fois moins bien que la version la version PC ». Moi, le premier, j'en ai dit beaucoup de bien de ce jeu, parce que je pense qu'il a on n'en a pas parlé, mais c'est un jeu qui a des défauts, mais qui est aussi
un jeu assez vertigineux dans sa façon de représenter la ville, dans sa façon de son écriture, ses personnages, c'est très très réussi. Effectivement, il y a des gros problèmes techniques, mais c'est des problèmes techniques qui sont assez mineurs par rapport à ce que sur PC, par rapport à ce que vont expérimenter la plupart des joueurs. Et effectivement, il y a une méfiance dans le regard des joueurs de se dire est-ce que la presse a vraiment fait son travail? La vérité, c'est qu'elle a fait avec les informations qu'elle avait, quoi. De toute façon, la polémique, elle s'est concentrée très rapidement sur CD Projekt et non pas sur la presse. Quelle a été l'attitude des joueurs, du studio et des diffuseurs, on va dire, je ne sais pas si le terme est exact, mais en tout cas des vendeurs de consoles, en gros, qui ont été obligés de se positionner eux aussi vis-à-vis du jeu? En fait, ce qui s'est passé, d'abord, il y a eu effectivement toutes différentes vagues de bad buzz sur les réseaux sociaux, des montages parfois énervés, mais souvent amusés aussi, des montages qui montraient vraiment un jeu très laid et plein de bugs complètement ridicules. Et puis, en fait, CD Projekt a dû faire un truc qui, pas inédit, mais qui, à ma connaissance, c'est peut-être la deuxième fois que ça arrive dans l'histoire récente du jeu vidéo, parce qu'il y a un jeu Batman qui est passé un peu par le même cas, dans une moindre mesure. C'est-à-dire que CD Projekt a dû reconnaître que son jeu était quasiment injouable, publier un communiqué de presse pour promettre des mises à jour qui devraient, sinon corriger toutes les erreurs, au moins mettre le jeu à peu près au niveau de ce qu'on peut attendre des consoles d'ancienne génération. Je disais qu'ils se sont excusés, mais ils se sont excusés de ne pas avoir montré plus tôt les versions les moins réussies du jeu. Ce qui est quand même un peu comique, parce que rien ne les en empêchait, en fait. Ils auraient tout à fait pu le faire, mais ils ont même activement fait l'inverse en refusant d'envoyer le jeu. Ils ont ensuite fait une démarche qui, sur le coup, a été vue comme un move marketing assez malin, et il faut savoir que CD Projekt, c'est un studio qui est très aimé par les joueurs, qui est considéré comme étant vraiment l'ami du consommateur, l'ami des joueurs. Et ils ont dit, écoutez, si vous n'êtes pas content, faites-vous rembourser le jeu. Ils appuient sur entrée, ils envoient le communiqué sur Twitter, et les gens se disent formidable. CD Projekt me dit que je vais pouvoir me faire rembourser le jeu, comment je fais? La vérité, c'est qu'en fait, ils avaient rien prévu pour faire rembourser. C'était vraiment une injonction aux joueurs à leur dire, si vous n'êtes pas content, faites-vous rembourser le jeu. Point de suspension, mais faites-le sans nous. Nous, on vous aidera pas, quoi, en gros. Donc, allez voir Sony, qui distribue le jeu sur PlayStation, allez voir Microsoft, qui distribue le jeu sur Xbox, allez voir Micromania ou les boutiques spécialisées avec votre exemplaire du jeu, et faites valoir votre droit de retrait, qui est un droit du consommateur à se faire rembourser un produit qu'il n'a pas utilisé dans les 14 jours s'il veut se rétracter. Et donc effectivement, les joueurs qui auraient acheté le jeu, qui l'auraient laissé sous leur plastique ou qui ne l'auraient pas téléchargé, avaient effectivement le droit de se le faire rembourser. C'est la loi, en fait. C'est la loi. C'est le Projekt n'a rien fait, n'a pas fait de mouvement, n'a pas sorti un centime de sa poche pour le faire. Ils ont juste mis en ligne un petit SAV, une petite adresse mail sur laquelle on pouvait les contacter, de manière à ce qu'ils nous aident dans cette procédure éventuellement. Mais sauf qu'en fait, ça a immédiatement bloqué parce que Sony ou Microsoft, qui mettent à disposition les jeux en téléchargement sur leur console, n'avaient pas du tout été contactés par CD Projekt. Aucune procédure n'avait été mise en place conjointement avec eux, et donc ils se sont retrouvés face à un afflux de joueurs mécontents qui ont voulu se faire rembourser, sauf que ça marche pas comme ça. Du coup, la sanction a été immédiate, en tout cas côté Sony, et là, pour le coup, c'est réellement inédit, c'est que Sony a retiré le jeu des ventes. Ça, on n'a jamais vu ça. Ou alors, pour, je sais pas, un jeu dans lequel on découvre du contenu nazi, par exemple, ce genre de choses, ou pédophile, on va le retirer de la vente. Mais c'est les seuls cas, en fait, où ce genre de choses arrive. Il y a un cas, je fais une parenthèse, un cas d'un jeu qui avait été retiré une fois de Steam, qui est une boutique sur PC, parce que les développeurs avaient menacé de mort le patron de Steam. Bon, voilà, pour ce genre de cas, ça arrive. Mais parce que le jeu est raté, ça n'arrive pas. Ou est raté ou buggé, ça n'arrive pas. Mais là, en fait, CD Projekt s'est tellement lavé les mains de cette affaire et a tellement mis dans les pattes de Sony et de Microsoft les joueurs mécontents que, face à cet afflux de joueurs mécontents, Sony a dit on retire le jeu de la vente. Chez Microsoft, je crois que le jeu est encore en vente, mais comme Sony, a posteriori, ils ont dit écoutez, ils ont cédé en quelque sorte devant quasiment le chantage de CD Projekt. Ils ont dit écoutez, si vous n'êtes pas content, on vous rembourse le jeu. C'est une exception, on le fera plus, on l'a jamais fait. Et voilà, et c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est que les joueurs massivement peuvent se faire rembourser un jeu sous prétexte, pas qu'il est nazi ou pédophile ou illégal, mais juste qu'il est mauvais, en fait. Et c'est quand même, au niveau de l'image, assez terrible. Il y a une étape supplémentaire qui est en train d'être franchie aussi. Je crois qu'il y a une action en justice, carrément, qui s'engage aux États-Unis. Il y a une action en justice qui est effectivement en train de se monter aux États-Unis. Alors, c'est pas une action en justice des joueurs, c'est pas pour défendre les joueurs, c'est une class action montée par les investisseurs. Parce que CD Projekt est une société cotée en bourse,
dont la valeur boursière, je le disais tout à l'heure, a explosé pendant l'année au fur et à mesure de leur marketing, au point que ce studio, qui finalement n'est pas un énorme studio, CD Projekt, c'est un gros studio, mais c'est pas un mastodonte au niveau mondial. Ils font un jeu tous les 5 ans, c'est pas énorme. Mais leur valeur boursière était tellement importante qu'ils ont dépassé la valeur boursière d'Ubisoft, qui est une société française qui, pour le coup, est énorme et emploie des milliers et des milliers de développeurs à travers le monde. Et ce petit studio, entre guillemets, je fais des petits guillemets avec mes doigts, ce petit studio a dépassé en valeur boursière le géant Ubisoft. Vraiment, on peut parler quasiment d'une bulle, en fait, à ce niveau-là. Et forcément, quand le jeu est sorti et que les joueurs ont vu à quoi ressemblait le jeu et que les investisseurs ont vu la grogne des joueurs, cette action s'est effondrée immédiatement. Et donc, du coup, une class action montée par les investisseurs pour pouvoir se retourner contre CD Projekt pour leur communication mensongère et leur communication y compris aux investisseurs. Ça a été déposé. Je crois que la class action est en train de se monter à l'heure où on parle. Elle n'a pas du tout été validée encore par c'est en Californie, je crois. Je suis pas sûr que ça aboutisse, mais c'est effectivement un truc qui est en train de se monter et qui est encore une fois assez inédit. Parce que ça a remis en lumière aussi cette histoire de CD Projekt et de Cyberpunk, ce jeu. C'est la dérive de ces studios dans la production des jeux et le problème récurrent de ce qu'on appelle le crunch. Là encore, c'était sur la table. Je crois que même que tu le mentionnais, toi, dans ta critique du jeu. Qu'est-ce qu'on sait des conditions dans lesquelles a été fabriqué ce jeu ? Effectivement, CD Projekt, c'est un studio qui fait des jeux très ambitieux, très réussis et qui attire beaucoup de développeurs. Qui attire des développeurs, en fait, de toute l'Europe, parce que c'est extrêmement attractif de bosser sur ce genre de projet. Et du coup, ce qui se passe, c'est que il y a une demande folle des développeurs pour travailler pour eux, dans des conditions qui sont pas exactement celles des studios américains ou européens, sachant que les conditions de travail dans les studios américains, déjà, n'est parfois pas brillantes. Et donc, du coup, on s'est retrouvé effectivement, eu beaucoup de témoignages. Moi, en parlant avec des développeurs français, ça fait des années qu'on se le raconte, c'est-à-dire que des gens qui sont partis faire l'expérience en Pologne reviennent en France, mais fracassés et très déçus, en fait, par leur expérience polonaise à CD Projekt. Et c'est finalement, je crois, cet été, une enquête sur Bloomberg qui avait fait témoigner de nombreux développeurs ou anciens développeurs, tout un faisceau de témoignages qui confirme ce qu'on savait, c'est que, en fait, les conditions de travail là-bas sont apparemment terribles. On parle de semaines de travail de 6 jours par semaine. C'est même dans la dernière année de développement, on parlait parfois de semaines de travail de 7 jours, donc c'est difficile de faire plus que ça, à moins de travailler la nuit, mais on parle aussi de développeurs qui travaillaient la nuit. Alors, ça peut venir avec des primes, on n'oblige pas forcément les développeurs à le faire, pas toujours. En tout cas, on ne les oblige pas forcément explicitement, mais on sait comment ça fonctionne dans ce genre de studio, c'est qu'aussi, si on le fait pas, et que son collègue à côté, qui est invité à le faire, lui le fait, bah, il y a une émulation qui est faite. S'il y a pas de règles, s'il y a pas de cadre, s'il y a pas une interdiction, en fait, de bosser plus de 350 jours par an, forcément, il va y avoir des débordements. Et les débordements à CD Projekt, c'est la norme. Et c'est beaucoup de développeurs qui sont en burn-out, beaucoup de développeurs qui sont sur les rotules. Malheureusement, c'est une pratique assez commune dans le jeu vidéo, mais je trouve que je suis pas le seul à le penser, que dans un studio qui est ainsi, ça c'est mon avis, pas de joueur, pas de journaliste, mais dans un studio qui se prétend être comme ça l'ami des joueurs, qui cultive une image extrêmement positive, qui en plus fait un jeu Cyberpunk qui se passe dans un univers qui critique justement ça, cette culture d'entreprise, qui écrase les individus, de se retrouver à faire finalement la même chose, voire pire que toutes les grandes entreprises du secteur, c'est quand même une désillusion. Est-ce alors c'est difficile de se projeter et de deviner l'avenir, je vais pas te demander ça, mais est-ce qu'un studio comme CD Projekt peut se relever d'une espèce de catastrophe commerciale qui est en train de s'annoncer autour de Cyberpunk, en tout cas de catastrophe d'opinion autour du jeu? Alors oui, d'opinion à la rigueur, parce que commercial pas du tout. Le jeu fait un démarrage fulgurant. J'ai pas les chiffres à jour, mais il était dans les premiers jours vendu à 13 millions d'exemplaires, ce qui est une très grosse réussite, surtout pour un jeu qui est sorti très tard dans l'année. Le 10 décembre, c'est tard. Les gens ont fait leurs courses de Noël souvent déjà, etc. Ils ont plus forcément de budget. Donc c'est vraiment une très très grosse réussite. Est-ce qu'ils peuvent s'en relever? Oui, alors je suis pas journaliste boursier, mais leur action s'est effondrée, mais en fait, ils sont pas non plus revenus, si tu veux, à leur niveau du début des années 2000. Ils sont revenus 10 mois en arrière, à une époque où ils allaient bien, déjà. Et puis, en plus, c'est la valeur boursière, en fait, qui s'effondre. C'est-à-dire que c'est le prix à laquelle on s'échange les actions de CD Projekt dans des endroits comme la bourse où on ne développe pas de jeux vidéo. En vérité, les développeurs, ils ont rien perdu. Le problème, il est pas de ce côté-là, c'est plutôt, dans la capacité qu'ils auraient à l'avenir à lever à nouveau des fonds. Ça, on peut se questionner. Mais finalement, ils sont pas plus mal qu'ils étaient au début de l'année.
Concernant leur image, c'est là où effectivement ça va être plus compliqué, ils vont avoir un vrai travail à faire, et ils ont commencé à le faire d'ailleurs, parce que je vois, alors qu'on enregistre cette émission, une alerte tomber sur mon téléphone, et ils expliquent que ils vont annoncer leur premier DLC gratuit. Un DLC en jeu vidéo, c'est un contenu téléchargeable. C'est-à-dire, c'est une extension, en fait. C'est comme on achèterait un livre, ça serait un nouveau chapitre, ou un film, ça serait une suite ou des scènes coupées, ce genre de choses. En jeu vidéo, c'est l'équivalent, on appelle ça un DLC, et souvent c'est payant. Et CD Projekt a déjà annoncé que eux, ça sera gratuit. Outre les patchs correctifs dont on sait déjà qu'ils vont améliorer l'expérience de jeu, il va y avoir des nouvelles missions, des nouveaux personnages, et tout ça gratuitement. Donc, ils vont se racheter d'une manière ou d'une autre. Et puis le jeu, encore une fois, c'est pas le jeu du siècle, c'est quand même un des meilleurs jeux de l'année. Et quand il y aura eu des patchs correctifs, quand les gens seront passés à la génération prochaine de consoles, quand les gens auront des machines plus puissantes, ils vont ressortir une nouvelle version avec le jeu qui tournera sans bug, avec tout ce contenu gratuit qui sera intégré. Et là, les gens, ils diront, bon, excusez-nous. Voilà, je fais de la science-fiction. Ils diront, excusez-nous pour ce démarrage catastrophique. Voici la vraie version du jeu, définitive, bien comme il faut, avec, on vous l'a fait à moins 50%. Pardonnez-nous. Et honnêtement, je le vois pas, ne pas y survivre. Je fais de la science-fiction un peu, mais je parierais pas qu'il coule dans l'année qui vient. Et autre mauvaise nouvelle tombée depuis l'enregistrement de cette discussion, le nombre de joueurs de Cyberpunk sur Steam, la plateforme en ligne, s'est effondré, près de 80% de joueurs en moins. Sans doute pas de quoi là encore menacer l'avenir à court terme du studio, mais bon, ça commence à faire beaucoup. Merci à Corentin Lamy pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Mess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.